Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, situation des droits de l'homme au Sénégal, le recul est manifeste selon le rapport 2020-2021 d'Amnesty International. Selon l'ONG, cette mauvaise notation s'explique par les interdictions de manifestation, les supposés cas de torture dans les commissariats et autres restrictions des libertés individuelles. Plus d'une cinquantaine de familles expulsées de leur lieu d'habitation dans la commune de Diamniadio. 159 hectares opposent une société immobilière à ses propriétaires. Il s'agit d'un énième conflit foncier qui éclate dans le département de Rufisque. Les détails dans un instant. Et puis, quelle protection sociale pour les artistes? Après l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi portant statut de l'artiste et des professionnels de la culture, les acteurs du secteur se concertent sur les informations nécessaires à la promulgation de la loi. On vous explique tout dans cette édition. Et puis, en ces temps marqués par des tensions sociopolitiques, on se rappelle au bon souvenir du général Lamine Cissé, sa vie, son œuvre, son rôle prépondérant dans les transitions démocratiques en Afrique. 2 ans après sa disparition, l'ONG Partners West Africa lui rend hommage le 16 avril prochain. Le Sénégal en net recul en matière de respect des droits de l'homme, c'est ce que révèle le dernier rapport d'Amnesty International. L'ONG cite en exemple les interdictions de manifestation des opposants, les cas de torture dans les commissariats de police, mais aussi la mendicité des enfants talibés et les conflits fonciers. On est tout cela avec Chérif Dia et Youssou Barro. C'est un rapport accablant dans lequel Amnesty International dénonce plusieurs violations des droits de l'homme au Sénégal. Les forces de sécurité ont eu recours à une force excessive dans le maintien de l'ordre. En janvier, évidemment janvier de l'année 2020, un homme est décédé lors d'une garde à vue à Fatick. Cet homme a été battu par les membres de forces de défense et de sécurité, la police notamment, qui a ensuite prétexté qu'elle était décédée de causes naturelles. Il y a également au mois de mai de la même année des événements extrêmement violents qui sont survenus au Cap Skirring, la manifestation des habitants de Gadaye qui protestaient contre la démolition des maisons. Nous avons eu une autre atteinte, cette fois-ci directement à la liberté de la presse, avec les attaques qui ont été perpétrées contre les locaux du journal Les Échos. Précision, le document a été publié avant les violentes manifestations du mois de mai ayant causé au moins 12 morts. Amnesty International soutient les familles des victimes et veut la lumière sur cette affaire. 12 personnes, c'est quand même un très grand nombre de victimes. Certaines personnes ont perdu la vie à Dakar, mais elles ont surtout perdu la vie à Bignona, à Diaobé. Donc c'est dans tout le Sénégal. Il faut donc une enquête indépendante pour évidemment faire la lumière. On a besoin de savoir ce qui s'est passé exactement pendant ces événements-là. La situation des enfants talibés préoccupe aussi l'Organisation de défense des droits de l'homme qui a au moins dénombré 100 000 enfants talibés et fustigé l'attitude des maîtres coraniques. Celui qui vous dit que dans ce pays, ces droits humains sont respectés, alors qu'on a 100 000 enfants qui sont dans les rues, qui mendient du matin au soir, n'est-ce pas, qui sont maltraités, n'est-ce pas, ils racontent des histoires. Évidemment, nous avons tout le temps tiré sur les maîtres coraniques. Il y a eu des cas de meurtre dans les daras. Il y a eu un cas d'un jeune qui est mort au mois de février dans un dara à Louga. Fort heureusement, on a eu un procès. Il y a juste 1 ou 2 semaines, le maître coranique a été condamné à 5 ans de prison et a payé une forte amende à la famille. Donc au moins la justice commence à traiter ces cas avec beaucoup de courage, n'est-ce pas, malgré les pressions des maîtres coraniques, malgré les pressions des religieux. Ces violations des droits de l'homme au Sénégal sont dues à l'instrumentalisation de la pandémie de Covid-19 par les autorités, selon le rapport. Et toujours à propos des droits de l'homme, Amnesty ne mène aucune campagne en faveur de la légalisation de l'homosexualité au Sénégal. La précision est de Seydi Gassama en marge de cette rencontre. Nous l'écoutons avec Chérif Dia. Les préoccupations en ce qui concerne les droits des personnes LGBT. Évidemment, c'est devenu une question électorale au Sénégal. Il y a beaucoup de surenchères autour de la question des LGBT. L'État dit on veut nous imposer de dépénaliser. Oui, quand il faut appliquer
les résolutions des Nations Unies sur l'affaire Karim Wade ou l'affaire Khalifa Sall, ils disent on est souverain. On n'applique pas. On est souverain, on n'applique pas. Mais quand il s'agit des LGBT, ils disent oui, on veut nous imposer. Je pense qu'il faut arrêter la surenchère, il faut arrêter la démagogie. Aucun État, aucune ONG, pas même les Nations Unies ne peuvent obliger le Sénégal à dépénaliser. Par contre, il faut que ça soit très clair. La Constitution du Sénégal protège tous les Sénégalais, protège le droit à la vie. Et là, on a vu beaucoup de vidéos qui ont circulé dans le net où des personnes ont été battues, frappées, humiliées parce qu'elles étaient prétendument homosexuels. On n'a pas une campagne aujourd'hui en direction de l'État du Sénégal pour dire qu'il faut procéder à la dépénalisation. Parce que nous savons que cette campagne, dans tous les cas, nous n'aurons pas de succès ni à court ni à long terme. Dans tous les cas, le Sénégal ne va jamais légaliser l'homosexualité sous le magistère du président Macky Sall, selon le secrétaire d'État en charge de la promotion de la bonne gouvernance et des droits humains. Annonce faite hier en marge du démarrage des travaux d'un atelier de convergence et de sécurité d'écriture du plan national du Sénégal dans le cadre du partenariat pour un gouvernement ouvert. Mamadou Saliou Sow avec notre équipe à Mbour. Pour pouvoir adhérer au partenariat pour un gouvernement ouvert, il y a 4 critères qui sont définis. Et ces critères, c'est notamment la transparence budgétaire. Là, le Sénégal a eu la note maximale qui est de 4 sur 4. Il y a le critère de la déclaration de patrimoine. Donc le Sénégal aussi a satisfait cette exigence et a eu 3 sur 4. Il y a le critère de l'engagement citoyen, c'est-à-dire le niveau de participation de la société civile dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. Là aussi, le Sénégal a eu un score de 3 sur 4. Et enfin, il y a ce que l'on appelle l'accès à l'information. Le Sénégal a satisfait cette exigence, a eu un score de 2 sur 4. C'est vrai que le score est faible parce que tout simplement, la loi sur l'accès à l'information n'a pas été adoptée, mais elle est en cours, elle est dans le circuit. Le Sénégal, nous avons notre culture, nous avons nos réalités culturelles, nous avons nos valeurs sociales. Et moi, le président de la République m'a donné des instructions fermes en me disant que partout, dites aux journalistes, dites à la société civile et dites à qui veut l'entendre que en tout cas sur cette question, le Sénégal est intransigeant. Le Sénégal est dans sa ligne de conduite et ne va pas sortir de cette ligne de conduite. Coïncidence de calendrier, le rapport annuel d'Amnesty est publié le jour de la célébration de la Journée mondiale de la santé. Selon l'organisation, la pandémie a révélé les inégalités subies par les minorités à cause de la faillite des systèmes. Écoutons là-dessus Marceau Savieux, directeur adjoint du Bureau pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre d'Amnesty avec Chérif Dia. Ce qui est intéressant, et ce n'est pas un hasard, c'est que le rapport annuel d'Amnesty International qui sort aujourd'hui sort le jour de la Journée internationale pour la santé. Et si je dis ça, c'est que bien évidemment, la situation générale des droits humains dans le monde, mais aussi en Afrique, a été marquée par la pandémie du Covid-19 qui a mis en relief, mais aussi exacerbé un certain nombre de tendances négatives en matière de droits humains dans la région, en Afrique subsaharienne, mais particulièrement en Afrique de l'Ouest et du Centre. Ce qu'on peut voir aussi dans le rapport, c'est que si la situation des droits humains est très différente évidemment d'un pays à un autre, il peut y avoir il y a eu des avancées, des reculs en matière de droits humains, mais il y a eu des tendances qui ont pu être révélées, notamment la persistance de conflits et des attaques contre les populations civiles. Et parlons santé. À Saint-Louis, 73 personnes souffrant de malformations, de bec de lièvre, de tumeurs et d'autres pathologies ont subi des interventions, opérations réalisées grâce à l'appui des chirurgiens espagnols de l'ONG Home Progress et de bonne volonté de la ville. Des jeunes venus des 14 régions retrouvent désormais le sourire. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Sek. 73 enfants qui souffraient de malformations de bec de lièvre, de tumeurs et d'autres pathologies ont subi des interventions au poste de santé de Gourmbac de Saint-Louis grâce à l'ONG Home Progress et des jeunes de la langue de Barbarie. Ces chirurgiens espagnols ont offert une bonne opportunité à ces jeunes de retrouver le sourire après les opérations. Ils ne sont pas la pédiatrie, pas d'autres spécialités, seulement chirurgie des adultes
surtout malformation congénitale. Ça c'est un très grave problème ici chez la population parce que personne ne peut ranger ça et nous trouvons par les rues beaucoup de handicapés de naissance, beaucoup de becs de lièvre, beaucoup de gens que même on ne voit pas parce qu'ils sont cachés. Ces malades viennent des 14 régions du Sénégal et des pays frontaliers. Sur 150 personnes consultées, 73 ont été prises en charge. Une action que les bonnes volontés comptent pérenniser. À Gokhmbak, qui a connu un très grand succès dans la mesure où les patients n'étaient pas uniquement de Saint-Louis et de la langue de Barbarie, mais de Louga, de Dagana, de Thionkessil, de Gambie, de Ziguinchor. 150 personnes ont été consultées, plus de 70 personnes ont été opérées avec succès par l'équipe du docteur Carlos, président de l'ONG Hope and Progress. Ces chirurgiens espagnols et l'initiateur Babacar Gaye ont promis de revenir pour donner aux autres enfants du pays et de la sous-région une nouvelle vie. Après ces opérations, les enfants bénéficiaires ont remercié vivement les organisateurs. Merci Ousseynou. Et puis c'est connu, ce que l'on mange est directement lié à notre santé. Des nutritionnistes font la corrélation entre les maladies identifiées comme comorbidité et la malnutrition au Sénégal. Selon le coordinateur de la plateforme pour le renforcement de la nutrition, il est opportun d'intégrer la nutrition dans la riposte contre la Covid-19 comme élément essentiel au renforcement du système immunitaire. Seydou Ndiaye est interrogé par notre équipe à Kaffrine. Parce que comme vous le savez, la pandémie de Covid-19 a un lien très fort avec les questions de nutrition et d'alimentation, parce que les scientifiques, dans le cadre de leur première recherche, ont abouti à la conclusion qui a consisté à identifier un certain nombre de maladies qu'on a appelées les comorbidités, qui sont des maladies d'origine alimentaire, qui font que, effectivement, la personne pouvait avoir plus de risques à faire un cas grave de Covid-19 et peut-être être décédé de la maladie. C'est en ce moment-là que nous avons alerté pour attirer l'attention de tous les acteurs de la riposte pour intégrer la nutrition comme service essentiel de renforcement du système immunitaire, mais aussi de préservation des progrès de la lutte contre la malnutrition qui, comme vous le savez, dans notre pays, a des effets très néfastes sur les enfants et les femmes enceintes. Et puis la confiance n'est toujours pas rétablie totalement concernant le vaccin AstraZeneca, bien que jugeant positive la balance bénéfice du produit. L'Agence européenne du médicament établit ce mercredi un possible lien avec de très rares cas de caillots sanguins. Une thèse plausible selon l'OMS qui ne confirme pas en revanche pour le moment ce lien établi. On voit tout cela avec Ibrahim Khan. La controverse toujours autour du vaccin anti-Covid AstraZeneca. Ce mercredi, l'Agence européenne du médicament a établi un possible lien avec de très rares cas de caillots sanguins inhabituels liés à un faible taux de plaquettes sanguines. Un lien plausible pour des spécialistes de l'Organisation mondiale de la santé qui ne confirment pas pour le moment une relation de cause à effet. Encore faudrait-il d'autres études spécialisées pour comprendre pleinement la relation potentielle entre le vaccin indexé et de possibles facteurs de risque, souligne l'OMS dans un communiqué. Les deux structures jugent toutefois que la balance bénéfique du vaccin restait positive. À noter que les caillots sanguins liés au vaccin, bien que rares, sont extrêmement dangereux. En Grande-Bretagne, les autorités sanitaires ont indiqué ce mercredi avoir constaté 19 décès de personnes ayant reçu le vaccin sur un total de 79 cas de caillots sanguins identifiés. Le comité scientifique supervisant la campagne de vaccination au Royaume-Uni a même recommandé de limiter l'usage d'AstraZeneca aux plus de 30 ans, quand c'est possible. Merci vraiment. Et puis dans la liste des innombrables conflits fonciers au Sénégal, ajoutez-y celui de Dougar dans le département de Rufisque. Là-bas, 159 hectares opposent les habitants de cette commune de Diamniadio à une société immobilière privée. Plus d'une cinquantaine de familles sont déguerpies des zones exploitées. Les propriétaires dénoncent un accaparement de leurs terres. Conférence de presse à Pikine, Nongoka, Asmalik Diop, compte rendu.
Les populations de Dougar dans la commune de Diamniadio refusent de se soumettre au désir d'une société immobilière privée. Elles ne comptent pas laisser leurs terres expropriées par celle-ci. Un cabinet spécialisé en la matière est saisi pour porter le combat. Contentieux, il y a un souci avec l'État et Pick-up Investissement qui ont titré à hauteur de 159 hectares sans décret présidentiel, un titre d'État sans décret présidentiel. Et sur du faux, ils ont non seulement démoli des maisons, exproprié des gens sans décret d'expropriation et sans décision de justice. Ils ont vraiment démoli toutes les maisons qui se trouvaient sur le site. On dirait à peu près 50 familles. Ce sont les étrangers qui viennent au Sénégal exproprier les Sénégalais, prendre les terres gratuitement, essayer de faire des montages pour faire croire aux gens qu'ils font du social. Ce n'est pas le cas. Le litige dure depuis plus d'une dizaine d'années. Plusieurs familles spoliées vivent aujourd'hui dans la galère. Il y en a propriétaires, il y en a qui ont été expropriés, qui se retrouvent avec rien du tout. Des familles qui occupent aujourd'hui, je veux dire une famille qui est dans une chambre qu'on lui a prêtée avec 2 de ses enfants et plus de 10 de ses gosses dans une seule chambre, qui se retrouvent avec rien du jour au lendemain. Il y en a d'autres qui sont entre les gendarmeries et la police pour des convocations parce qu'ils avaient des papiers en bonne et due forme, des délibérations délivrées par l'agent de l'État et qui se retrouvent à les revendre et avec des problèmes actuellement, causés sur tout simplement du faux. Le silence des autorités est aussi dénoncé. D'ailleurs, les populations de Dougar préparent une marche de protestation. Nous ne voyons vraiment pas d'avancement. Et le principal blocage que ce site a, et le problème foncier de pick-up opposé à la population, le principal blocage est le préfet de Rufisque. Toutes nos tentatives pour entrer en contact avec la société indexée sont restées jusque-là sans succès. Merci Nongo. Service rendu à la communauté, c'est la nouvelle mission de l'Université des étudiants en licence professionnelle en aménagement des territoires de l'UCAD. À Kayar, depuis quelques semaines, après évaluation, les étudiants ont fait l'esquisse de solutions relatives aux difficultés que vivent les populations de la zone. On est tout cela avec Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Des étudiants en licence professionnelle management des territoires sont descendus sur le terrain à Kayar durant plusieurs semaines pour apporter leur expertise et leurs compétences à la nouvelle politique nationale de décentralisation. À Kayar, beaucoup de difficultés ont été mentionnées par ces étudiants. Pour ce qui est du foncier, on a vu des difficultés telles que des quartiers qui sont un peu trop serrés où il n'y a pas de lotissement. Et on a constaté aussi que dans les nouveaux quartiers, il y a des lotissements. Donc on a proposé une restructuration pour un peu retracer et donner vie à ces quartiers-là qui sont le noyau de Kayar. Et aussi mettre en place des sites touristiques pour permettre aux touristes de venir visiter parce que Kayar aussi a une belle vue. Tout est bien écrit à l'intérieur sur ce qu'ils ont souligné, sur l'implantation des infrastructures pétrolières et qui font fuir les poissons. On a écrit ça dans le rapport parce que si on prend le domaine de la pêche, ce n'est pas un domaine transféré par exemple. Les impôts qu'ils reçoivent ici, sur le domaine de la pêche, c'est quasiment rien. Tout est payé au niveau central. Donc, pour eux, ils disent qu'ils ne gagnent rien sur le domaine de la pêche. Et c'est normal qu'ils reviennent sur ça tout le temps. Professeur Alun Badra Kandji, doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, se félicite du travail effectué par ses étudiants. Le diagnostic a été très complet. On a adressé toutes les questions liées à la gouvernance, liées au foncier. Vous savez que de plus en plus le litige lié au foncier est très récurrent au niveau des collectivités locales. Des questions aussi liées à l'information, des questions liées à, disons, à la santé. Alun Ndoye, le maire de Kayar, a reçu toutes ces recommandations et il compte les mettre en œuvre. Merci Cheikh Anta. Et puis je le disais en titre, après l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi portant statut de l'artiste et des professionnels de la culture, le ministère de tutelle représentant du monde artistique, experts de l'IPRES et de la Caisse de sécurité sociale réfléchissent sur la protection sociale des artistes. L'objectif est de fournir aux autorités les informations nécessaires à la promulgation de la loi. Ibou Diouf, Amadouba. Nous avons des hommes formés dans ce cadre-là. Après la promulgation de la loi, place au processus d'élaboration des textes d'application relatifs au statut de l'artiste, mais également à sa protection sociale. Le ministère de la Culture, acteurs culturels ainsi que les différents partenaires
travaille pour l'aboutissement de ce processus. Nous avons 4 arrêtés qui doivent être pris et un décret. Et l'objectif spécifique de cet atelier est vraiment de parler de ce décret-là qui concerne pour l'essentiel le régime social, la protection et la sécurité sociale des acteurs culturels. Appliquer cette loi sur le statut de l'artiste, l'idée est de faire bénéficier ces acteurs de tous les avantages liés à la protection sociale. On ne connaît pas encore très bien, nous, experts métiers, la structuration de cette population, parce qu'il faudrait qu'on ait les données démographiques, qu'on sache les classes d'âge, les classes de revenus, pour pouvoir bâtir un système. La première chose qui est importante, c'est qu'on a senti en tout cas une volonté politique très forte de participer à la mise en place de systèmes de protection sociale. Les acteurs culturels apprécient la démarche. Ils interpellent les autorités pour son effectivité. C'est une chose importante. Déjà, moi, je pense qu'on est en train d'atteindre une étape très importante. Donc, c'est ce que tous les acteurs culturels attendent. Nous allons sûrement vers des dispositions qui vont permettre aux acteurs culturels de pouvoir pratiquer leur art, mais aussi de pouvoir bénéficier de couverture sociale adéquate. Monsieur le Président, il est important que cette loi soit promulguée pour qu'on ait toute cette légitimité de pouvoir en parler à tous ceux qui sont concernés, aussi bien les employeurs que les artistes et bien sûr au-delà. Une rencontre d'échange dans le cadre du suivi de la loi portant sur leur statut de l'artiste. Les résultats issus de cet atelier devront aboutir à la signature du principal décret. Merci Ibou. Et puis la délégation à l'entrepreneuriat rapide a fait son bilan après 3 ans d'activité. Elle a investi 66 milliards pour plus de 106 000 bénéficiaires. L'ADER a également enregistré 400 000 demandes estimées à 450 milliards de francs CFA. La structure est transparente selon le délégué général Mamadou Fall et Tierno Laurent Mendy. Attaqué par certains responsables du jeune sur la gestion des financements dédiés à la jeunesse pour accentuer l'entrepreneuriat et l'auto-emploi, l'ADER réagit enfin. Après 3 ans d'exercice, tout est clair comme l'eau de roche. L'ADER est audité externement, de façon externe chaque année par les commissaires aux comptes qui sont actuellement chez nous. Et nous avons déposé nos états financiers des 2 dernières années, 2018-2019, et nous allons le faire pour 2020. Et je pense qu'ils seront consultables auprès de la Cour des comptes. Le délégué général de l'ADER estime que les manifestations constatées ces derniers jours au Sénégal attribuées à la jeunesse chercheuse d'emploi ne peuvent constituer un échec des structures dédiées. La question lancinante qui se pose aujourd'hui en termes d'emploi et d'échec de telles structures ou d'autres, l'ADER, l'ANPEJ, ADPME, etc., à mon avis, est un faux débat. Car ce n'est pas le rôle de l'État de créer de l'emploi. Hormis les 66 milliards déjà investis répartis sur 100 000 bénéficiaires, l'ADER va répondre favorablement à l'appel du chef de l'État. Le chef de l'État le 3 avril, nous allons très bientôt aussi être présents physiquement dans les 45 départements du pays. Et avec le nanocrédit, nous sommes en partenariat avec les acteurs territoriaux. L'ADER a rendu public les actions menées depuis 3 ans. Elle a enregistré 400 000 demandes estimées à 450 milliards. Plusieurs secteurs ont été touchés et des perspectives sont ouvertes pour plus d'impact. Merci Mamadou. Tout autre chose à présent, le rapatriement des migrants sénégalais n'est point une solution selon Horizon Sans Frontières, Otra Africa et FRAPP. Selon ces organisations, l'État du Sénégal ne doit pas monnayer la dignité humaine. Elle demande par ailleurs un rapport détaillé de la prochaine visite du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez au Sénégal, compte rendu de la conférence de presse conjointe Fatima Touré et Ababacar Camara. Non au rapatriement des migrants en situation irrégulière de la diaspora et le mot d'ordre de Horizon Sans Frontières, Otra Africa et FRAPP France Dégage. Ces organisations déclarent que la dignité humaine est monnayée à travers ces rapatriements qu'elles considèrent abusifs. Rapatrier de force un Sénégalais est une atteinte à sa dignité. Nous le condamnons. Nous demandons au président de la République de soutenir ceux qui ont été rapatriés plutôt que de leur donner la modique somme de 40 000 francs. Il leur avait promis des projets, mais jusque-là, rien. C'est ce que nous dénonçons.
La visite en vue du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez suscite des interrogations au sein de ces organisations citées. Elles exigent un rapport détaillé de toute décision prise entre les deux États. Nous avons entendu Pedro Sánchez dans son discours en espagnol déclarer les raisons de sa visite, mais les autorités sénégalaises ont soutenu le contraire. Nous demandons à cet effet au président de la République, dans sa déclaration commune avec son hôte, de nous dire exactement les raisons qui ont motivé la venue du Premier ministre espagnol au Sénégal. Près de 23 000 migrants africains souffrent aux îles Canaries, Tenerife, et plus de la moitié sont des Sénégalais, selon Horizons sans frontières. Aujourd'hui, revoir leur statut migratoire devient un impératif afin de permettre à ces migrants de retrouver leur dignité humaine. Merci Fatima, et venons-en à ce panel organisé en prélude à l'hommage qui sera rendu au général Lamine Cissé le 16 prochain. L'ancien SEMGA, vous le savez, nous a quittés le 19 avril 2019. 2 ans après, ses anciens collaborateurs de Partners West Africa se rappellent à son bon souvenir. Le général Cissé, l'homme à la riche carrière nationale et internationale, mais aussi un chantre de la démocratie en Afrique. Voyons tout cela avec Aminata Mbaresso et Modou Diop. Un homme, une vie au service de la nation et des armées, feu général Lamine Cissé, raconté par ses anciens collaborateurs et sa famille. Son action, son rayonnement, c'est l'éthique qui a toujours présidé à sa conduite. C'est son leadership, son savoir-faire, son tact. Ce qui me marque le plus chez lui, c'est sa spiritualité qui nous a inculqué. Donc les valeurs religieuses qui sont importantes, peu importe où l'on vit, ce que l'on fait, qui était également couplée avec cette fierté d'être sénégalaise, africaine. Le général Lamine Cissé, une personnalité qui s'était beaucoup illustrée dans la recherche de la paix. Au Sénégal, l'organisation de l'élection présidentielle en 2000 est souvent citée en exemple. Il a été ministre de l'Intérieur, notamment à l'occasion des élections de 2000. C'était lui qui était au poste de ministre de l'Intérieur et notre pays a connu en tout cas une transition démocratique sans aucun problème. Je pense qu'il a utilisé aujourd'hui ce qu'on peut dire nos valeurs et nos cultures. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut mettre en avant nos valeurs et nos cultures pour régler ces problèmes que nous avons. Et à travers le dialogue par exemple, mais à travers aussi le cousinage à plaisanterie qu'il a beaucoup utilisé dans la résolution du conflit casamançais. Général des armées, l'homme a toujours su gérer avec tact ses missions. Il a une humilité qui lui permettait de réunir sur la table des acteurs qui peut-être n'auraient jamais pensé qu'ils pourraient se retrouver ensemble sur une place et discuter ensemble. Comme l'a cité tantôt certains panélistes, il a eu à arrêter une tension juste en allant vers des opposants qui se préparaient à marcher vers le palais. Il les a fait monter dans son bureau au niveau du ministère de l'Intérieur et leur a offert donc la boisson par exemple. Ce panel, organisé par Partners West Africa Sénégal, entre dans le cadre des préparatifs de l'hommage qui sera rendu à feu général Lamine Cissé. Cet hommage se tiendra le 16 avril, marquant les 2 ans de sa disparition. Merci Aminata. Positionner les jeunes au cœur des entreprises, c'est ce que souhaite le mouvement Jeunesse sénégalaise en action. Cette organisation sera présente dans les 45 départements pour encourager les jeunes à l'entrepreneuriat. Le mouvement a débuté ses activités ce lundi. Arabi Niass est le président du comité d'organisation. Nous l'écoutons avec Habib Faye. Toutes les composantes de la jeunesse sénégalaise seront représentées donc, dans ces assises donc, que nous allons dérouler sur une durée de 2 mois à compter d'aujourd'hui, donc avec une petite pause que nous allons opérer et nous allons commencer nos activités dès lundi prochain avec un plan d'action qu'on vous communiquera. Donc nous avons voulu prendre le temps de bien concevoir donc, ces assises qui ne sont pas une mince affaire, qui impliquent toute la jeunesse, qui engagent aussi nos responsabilités individuelles et collectives. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Donc, on a pris le temps de vraiment le préparer. Le lancement initial était prévu le
le 31 mars. Si nous l'avons repoussé, c'est dans un souci donc d'inclure les autres initiatives qu'on voit se multiplier dans ce sens. Et c'est notre démarche. Et c'est tout le sens donc de l'occurrence aujourd'hui. Dans l'actualité internationale, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international qui annoncent de milliers de milliards le coût à payer par l'Afrique pour mettre fin à la circulation du coronavirus dans le continent noir. Et puis le Bénin, où un magistrat de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a fui le pays parce que sous pression à 5 jours de la présidentielle. Et puis Alassane Ouattara, le président ivoirien, qui a donné son feu vert ce mercredi au retour en Côte d'Ivoire de l'ex-président Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Daniel Diouf. 12 milliards de dollars, soit 6 700 milliards de francs CFA. Le chiffre avancé par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international représentant le coût à payer pour la fin de la circulation du coronavirus en Afrique. Pour ce faire, ces institutions plaident pour la prolongation du moratoire sur le remboursement du service de la dette accordé par le G20 aux États africains. Le continent comptait sur les vaccins fournis gratuitement par l'ONU à travers l'initiative COVAX, mais l'Inde, qui produisait les doses d'AstraZeneca, a décidé de donner la priorité à sa demande locale. À quelques jours de la présidentielle au Bénin, un juge d'un tribunal spécial a fui le pays. Le magistrat affirme subir des pressions des autorités. Dans un entretien diffusé par RFI, ce magistrat de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme affirme qu'il ne peut exercer sa tâche de manière indépendante. Toutes les décisions que nous avons été amenés à prendre l'ont été sur pression, y compris celle qui a vu le placement de Mme Rekia Madougou en détention, a déclaré le juge chargé du dossier. Selon lui, le dossier ne comporte aucun élément qui pouvait amener à mettre en détention l'opposante béninoise, accusée d'avoir planifié des exécutions en série de personnalités politiques. Le Bénin vote ce dimanche pour une présidentielle lors de laquelle le président Patrice Talon fera face à 2 candidats de l'opposition. L'opposition lui refuse la prolongation de son mandat après la modification du calendrier électoral qui lui permettrait de rester 1 mois et demi de plus à son poste avant que le vainqueur de la présidentielle de dimanche ne prenne ses fonctions. Alassane Ouattara, le président ivoirien, a donné son feu vert ce mercredi au retour en Côte d'Ivoire de l'ex-président Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé, une semaine après leur acquittement définitif de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Monsieur Gbagbo et Blé Goudé sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent, a déclaré le président Ouattara à l'ouverture du premier conseil des ministres de son nouveau gouvernement formé mardi. Le président ivoirien promet que les frais de voyage de Laurent Gbagbo et ceux des membres de sa famille seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Le président ivoirien d'affirmer par ailleurs que des dispositions seront également prises pour que Laurent Gbagbo bénéficie des avantages et indemnités dus aux anciens présidents de la République. Concrètement, Laurent Gbagbo bénéficiera d'une allocation viagère et de personnel comme des agents de sécurité et des collaborateurs payés par la présidence de la République. Sur le plan pénal, pas d'immunité, comme pour tous les anciens présidents de la République en Côte d'Ivoire. De probables soucis en perspective pour Laurent Gbagbo qui est sous le coup d'une condamnation par contumace à 20 ans de prison pour l'affaire dite du casse de la BCEAO. Merci Daniel. Dans l'actualité sportive, l'équipe nationale du Sénégal garde la première place au classement FIFA Zone Afrique au mois d'avril. En revanche, les Lions ont reculé de 2 places au niveau mondial, passant de la 20e à la 22e place. Le comité national de gestion CNG de la lutte tient actuellement la première session des mercredis de l'arène. Entre-temps, il déplore la parodie de combat qui s'est déroulée dimanche dernier et le non-respect des gestes barrières de la part du public venu à l'arène nationale. Cheikh Sadibou Diarra et Younous Diatta. Pour un grand retour, ce fut un bide. Eumeu et Lac de Guiers 2, très attendus pour lancer de la meilleure manière la saison, ont livré durant 45 minutes un combat sans corps à corps. Un spectacle de mauvais goût qui pousse le CNG de lutte à réfléchir sur des solutions
pour ne plus en revoir. Nous allons forcément en discuter et nous espérons que cela n'arrivera plus. Des décisions seront prises. À l'issue de nos échanges, nous saurons comment faire pour que cela ne se reproduise plus. Il faut donner un signal fort à tous les lutteurs. Des sanctions seront prises. Autre préoccupation du CNG, le respect des gestes barrières, très visiblement foulés aux pieds à l'arène nationale dimanche dernier. On s'est entassés comme des sardinelles, malheureusement. Personne n'a suivi les mesures barrières. Et je pense que c'est le moment plus que jamais de lancer un appel à tous les amateurs, à tous les supporters, au monde de la lutte, pour que la prochaine fois, que tout le monde s'y mette. C'est une question de respect, c'est une question de protection envers soi-même. On se protège d'abord pour protéger l'autre. La limitation des places, ça peut se faire. La distanciation, c'est là le nœud gordien. Et ça, c'est une question de respect. Parce que quand vous voulez vous asseoir sur une chaise qui est pliée, il ne faut pas la déplier, c'est une question de respect. Si la chaise a été pliée, c'est parce qu'on veut permettre le respect des mesures barrières. Dans ce cas, vous cherchez une autre place. Le nouveau bureau du CNG est déjà sur plusieurs fronts pour donner une bonne image à la lutte sénégalaise. Le manque de sécurité à l'origine de l'arrêt du face-à-face Modou Lô Ama Baldé pourrait être celui de trop si l'on ne fait pas gare. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention.